À la une ce soir, un scénario rarement vu, les travailleurs et les patrons d'une même entreprise en sit-in. Ça se passe à la CITAB, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, sous scellé depuis une semaine. À l'origine, un contentieux avec l'ancien directeur général de l'entreprise. Employés et employeurs plaident donc pour la reprise des activités à la CITAB. Le nouveau temps pour la démocratie traduit sa reconnaissance à ses militants et sympathisants de la Sicile. Un siège de député arraché dans cette province lors des législatives du 22 novembre 2020. Le NTD dit merci à travers un meeting. 70,2% de taux d'exécution pour les travaux de l'autoroute de contournement. Le ministre en charge des infrastructures était sur le chantier ce matin avec à ses côtés le PDG du groupe Ebomaf, l'entreprise en charge des travaux. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le désarroi des employés de la CITAB, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, 500 travailleurs au total. Ils constatent impuissants depuis la semaine dernière la mise sous scellé de toutes les installations de leur entreprise. Un différend qui oppose leur ancien directeur général à la dite société. Et pour une des rares fois, travailleurs et administrateurs sont sur la même longueur d'onde dans un élan de revendication. Un sit-in pour réclamer la réouverture de la boîte est initié. Ambiance du deuxième jour de mouvement avec Abdou Razak Traoré. Un moment suspendu, un silence assourdissant. À la société CITAB, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, c'est un fait qui prendra place dans les livres d'histoire de l'entreprise. Toutes les machines, sans exception, sont aux arrêts. Les matières premières chôment. Cette commande de milliers de palettes de tôle destinées à l'exportation au Mali attend toujours d'être livrée. Aucun client ne peut être servi. De l'autre côté de l'entreprise, une atmosphère de deuil règne. Des travailleurs désemparés, le danger est imminent. Ils craignent la perte de leurs emplois. En réalité, depuis la semaine dernière, toutes les installations de la société sont mises sous scellé par la justice. Elle condamne la société à verser le montant de 600 millions de francs CFA à son ancien directeur général pour l'avoir licencié abusivement. Notre crainte, c'est la perte totale de nos emplois. Parce qu'on risque de perdre notre emploi. Parce que si on ne travaille pas, on ne pourra pas survivre aux besoins de nos familles. Moi, je suis là depuis 2011. C'est vrai, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Si on le perd totalement, ça sera compliqué. Je pense que je ne suis pas la seule personne dans cette situation. Donc voilà pourquoi vous sentez vraiment qu'il y a le désespoir qui se lit sur le visage de tout le monde. Vraiment, on s'inquiète. Donc on veut interpeller vraiment le premier responsable, si c'est possible, vraiment se penser sur la question. Je sais que c'est des histoires de justice, nous on ne maîtrise pas ce domaine. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est pouvoir conserver nos emplois. Si au niveau des travailleurs, cette situation est vécue amèrement et sans qu'ils ne puissent comprendre ce qui arrive exactement à l'entreprise, du côté de la direction des ressources humaines, les choses sont on ne peut plus claires. Mais ce qui pique au vif ici, c'est la saisine totale des actifs rendant impossibles les activités. Le directeur des ressources humaines parle d'injustice. Après le rejet de l'appel, l'avocat a immédiatement interjeté en cassation. Mais avant même qu'on ait une décision de cassation, on a vu venir les huissiers. Alors que, à mon sens, il aurait fallu attendre au moins que le juge de la cassation se prononce avant de procéder aux saisies. Les actifs de la société vont évidemment au-delà des 600 millions. Vous avez pu faire un tour pour voir l'ampleur de la saisie. Ça aurait pu être proportionné, on serait en train de travailler actuellement. Mais ils sont allés bien au-delà, pratiquement tout. En dehors des humains qui n'ont pas été saisis là, tout a été saisi à la CITAB. Comme clairement expliqué plus haut, le dossier suit donc son cours en justice. En attendant l'issue, c'est le sommeil de 500 travailleurs de la boîte qui est troublé. Des travailleurs qui appellent à l'implication des plus hautes autorités du pays afin de sauver leurs emplois.
Un mot de politique dans cette édition et c'est le NTD qui va à la rencontre de ses militants et sympathisants de la Sicile. Un meeting de remerciements samedi dernier pour le siège de député arraché lors des dernières législatives. Meeting qui a vu la participation du président du parti et bien sûr de l'heureux élu à l'Assemblée nationale, Alexis Belemnaba. Ne vous trompez pas de candidat, martelait Vincent Dabilebou, le président du Nouveau Temps pour la démocratie, le 14 novembre dernier à Boura, dans la province de la Sicile, lors des campagnes électorales. Et la population ne s'est pas trompée. Sur 37 326 suffrages exprimés dans cette province, le Nouveau Temps pour la démocratie a obtenu 5 521 voix, le plus grand score dans cette localité. Un score qui offre ainsi à Dramane Nia un siège à l'Assemblée nationale. Ce samedi 27 mars 2021, le président du NTD, Vincent Dabilebou, et le vice-président de l'Assemblée nationale, Dramane Nia, veulent dire merci à la population pour la confiance qui leur est accordée. On porte ici un message de réconciliation et aussi d'inclusion pour accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la mise en œuvre de son programme. Les populations sont sorties nombreuses et nous ont accompagnés pour les élections présidentielles. Nous devons ensemble, partout où nous sommes, s'aimer donc la graine donc, de la réconciliation et faire en sorte que le vivre ensemble, nous puissions le construire ensemble pour mettre en œuvre son programme politique. Et ici, nous avons vu une population mobilisée et nous avons passé le message de remerciement à l'ensemble de la population, à l'ensemble des forces politiques, mais aussi à l'ensemble donc des chefs coutumiers de cette province. Cette journée de redevabilité est aussi une main tendue aux adversaires politiques. Dramane Nia appelle les élus locaux des autres bords politiques à marcher main dans la main pour le développement de cette province. Pardon pour ceux qui ont suivi la scène politique au niveau de Léo, au niveau de la Sicile de manière générale, j'ai été sujet d'attaques de tout genre. Mais il est temps de tourner cette page-là et de regarder devant et de regarder vers l'horizon du développement, l'horizon de la construction. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. On n'a plus besoin de division. En tout cas, pendant 5 ans, et moi, en ce qui me concerne, pour mon âge, et comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin qu'on se prenne main dans la main pour le bonheur des populations. Le parrain salue cette initiative qui sonne comme une reconnaissance à l'endroit de la population. Je suis heureux qu'il soit élu dans son fief. Et je ne pouvais que l'accompagner et remercier ses militants. Grand frère est venu soutenir le petit frère. Et surtout, entre lui et moi, c'est des relations personnelles, des relations privées et ensuite viennent les relations politiques. Le président du NTD promet accompagner les élus de la province de la Sicile pour la réalisation des attentes de la population. Dans la perspective des élections municipales, le NTD appelle encore une fois de plus ses militants et sympathisants à se mobiliser pour une victoire éclatante. Le chantier de construction de l'autoroute de contournement avance bien. Le ministre en charge des infrastructures a pu le constater ce matin. Le taux d'exécution par rapport au projet initial est estimé à 70,2%. Arsène Konditamdi. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, sur le chantier de l'autoroute de contournement de Ouagadougou. Aux côtés de Mahamadou Bonkungu, le responsable de l'entreprise en charge des travaux, ils viennent constater l'état d'avancement des travaux. Sur le tronçon reliant la RN2 à la RN22, ce sont les ouvrages de franchissement qui sont en train d'être achevés. À certains niveaux du chantier, quelques modifications ont dû être opérées, comme ici sur le passage de rail de Kaya à Pabri. À d'autres niveaux, comme au carrefour giratoire au croisement avec la RN4, le bitume a été posé sur de longs kilomètres. De quoi rassurer. C'est un projet qui s'exécute, je dirais, très bien. Je voudrais rappeler que l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est un projet très structurant, cher au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il est structurant pour l'économie nationale. C'est le projet également qui permet au schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga de prendre corps et d'être une réalité. C'est le projet d'infrastructure le plus grand jamais réalisé, en tout cas au Burkina Faso.
Le taux d'exécution des travaux à la date du 28 mars est de 70,2% par rapport au marché de base et de 56,3% par rapport aux quantités actualisées. Le délai d'exécution est consommé à plus de 49%. On est même en avance sur le délai. Nous avons des ouvrages, des ponts qui ont été réalisés et nous avons un linéaire très important de bitume qui a été mis en œuvre, et de gras bitume, de béton bituminé, ainsi que la couche de base. Et nous avons plus de 60% des travaux de terrassement qui ont été faits aussi. Pour l'exécution des travaux, l'entreprise Mahamadou Bonkungu et Fils a dû faire face à des difficultés. Celle qui l'oppose aux riverains de l'autoroute de contournement semble être la plus complexe. Nous n'avons pas de raison d'être assignés en justice et partout ailleurs pour des paiements. Nous exécutons ce que l'État nous donne comme instruction. Nous démolissons les maisons que l'État nous dit de démolir. Et je voudrais surtout attirer l'attention des personnes affectées par le projet, que leur interlocuteur direct, c'est l'État du Burkina Faso et non Ebomaf. L'autoroute de contournement est longue de 125 km. Elle est construite dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le groupe Ebomaf. Le coût global est de 181 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois hors saison de pluie. Du 8 au 19 novembre prochain se tient à Addis Abeba, en Éthiopie, la conférence mondiale de développement des télécommunications. L'Afrique, qui accueille pour la toute première fois cette rencontre, se prépare. Pour la deuxième fois, les ministres africains chargés de la question des TIC se sont réunis pour harmoniser leurs priorités. Une réunion virtuelle comptée par Archimède Boy. Adja Fatimata Ouattara, ministre en charge de l'économie numérique, préside ici la deuxième réunion virtuelle africaine préparatoire de la conférence mondiale de développement des télécommunications. Cette rencontre se veut un cadre régional pour l'élaboration des priorités consensuelles du continent africain en matière de développement des TIC. La présente réunion régionale préparatoire africaine devra jeter les bases de la formulation des propositions communes africaines en vue de la prochaine conférence de développement des télécommunications de notre organisation commune, l'UIT, qui se tient pour la première fois en terre africaine et sous la thématique « Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable ». Durant les 4 années du prochain cycle du secteur du développement de l'Union internationale des télécommunications, la ministre en charge de l'économie numérique suggère qu'un accent particulier soit mis sur certaines questions. La réduction de la fracture numérique, le développement de l'infrastructure et des réseaux propices à l'offre de services dans un contexte aujourd'hui marqué par la Covid-19. La définition de politiques et réglementations adaptées à un environnement marqué par le développement des technologies émergentes et l'harmonisation des cadres réglementaires au niveau sous-régional et régional. La conférence mondiale de développement des télécommunications se tiendra du 8 au 19 novembre prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. De quoi galvaniser les professionnels de la santé de la ville de Sia. Charlemagne Ouedraogo a fait le tour de quelques formations sanitaires vendredi dernier. Le ministre de la Santé a voulu s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs à Bobo-Dioulasso. Une visite qu'il a notamment conduit au CHU Souro-Sanou et au centre Muraz. Le point avec Soto Justin Dabiri. Centre de formation, d'expertise et de recherche par excellence avec une expérience de 82 ans, le centre Muraz est doté d'un laboratoire de recherche mobile P3 capable d'organiser la surveillance contre les maladies infectieuses au Burkina Faso. À travers une visite guidée, le ministre de la Santé a pu mesurer les grandes capacités de ce centre de recherche. Nous avons mesuré le niveau de maîtrise des dossiers par la directrice technique et son équipe. Nous saluons leur engagement et les besoins qui ont été exprimés, nous avons pris l'engagement de les accompagner avec nos partenaires techniques et financiers qui se sont engagés pour aider le Burkina dans la recherche et dans l'expertise pour riposter donc contre les maladies à travers les solutions que nous allons obtenir. Donc l'étape du centre Muraz était cette étape
extrêmement importante car ce laboratoire mobile est le seul parmi les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et nous devons en être fiers d'avoir un laboratoire de tel standing. Le ministre de la Santé a également visité le centre hospitalier universitaire Sorosano. Au CHUS, le professeur Charlemagne Ouedraogo a visité plusieurs services et encouragé le personnel de santé. Il a également visité le centre de prise en charge de Covid de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons vu effectivement que le personnel est très engagé, mais malheureusement les conditions de travail sont difficiles. Nous le reconnaissons. Et à travers cette visite, nous avons vu des infrastructures vétustes. Nous avons vu des équipements biomédicaux en souffrance. Et nous avons remarqué la présence des ressources humaines, chacun à son poste. Et nous tenons à saluer leur engagement malgré les conditions difficiles. Nous avons échangé avec l'administration et nous allons poursuivre les échanges durant notre séjour pour voir quelles sont les mesures transitoires que nous devons prendre pour continuer à offrir les soins en attendant que le nouveau CHU puisse voir le jour grâce à l'accompagnement de la République populaire de Chine. Un CHU dont les bâtiments peinent pour le moment à voir le jour depuis la pose de la première pierre par le Premier ministre en octobre 2020. En visite sur le chantier, le ministre de la Santé a affirmé que le démarrage effectif des travaux est pour bientôt. Il y a eu un consensus qui a permis donc de lever cet espace qui va abriter le nouvel hôpital. Vous avez écouté ce que le maire a dit. Les populations qui étaient là ont été dédommagées. Il n'y a pas donc de foyer de tension. La situation est calme et très propice au démarrage des travaux. Et l'ambassade de Chine nous a promis un démarrage très prochain. Et vous avez vu les plans. Le chef de projet est présent régulièrement. Et nous sommes disposés à accueillir l'équipe de constructeurs qui vont arriver très bientôt pour que sortent donc de cette terre des bâtiments qui feront la fierté de toute la population. À la fin de sa visite, le ministre Charlemagne Ouedraogo a échangé avec le personnel de recherche du centre Muraz et celui du CHU Sorosano sur leurs conditions de vie et de travail. Une rencontre d'échange que le chef du département de la santé veut régulière en vue de promouvoir le dialogue entre lui et les agents de son département. Après les hauts bassins, cap a été mis sur les cascades par le ministre de la Santé. Charlemagne Ouedraogo a visité le dispositif de surveillance de la Covid-19 au point d'entrée de Yendéré, frontière de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé a aussi visité le centre hospitalier régional de Banfoura et le centre médical de Niangoloko, deux centres dans lesquels il a fait le constat de la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Sotuo Justin Dabiri. Au centre médical de Niangologo, le ministre Charlemagne Ouedraogo a visité les différents services du CM et a échangé avec les parents et gardiens d'enfants de moins de 5 ans sur l'effectivité des mesures de gratuité. On critique la gratuité, c'est vrai. Elle n'est pas parfaite partout, la gratuité. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a des endroits où ça marche et ces endroits sont des structures publiques de l'État. Vous voyez, ce centre dispose d'une pharmacie dans sa salle d'accouchement pour pouvoir soigner une urgence qui se présente. Et donc, si ça ne se passe pas ailleurs, ce n'est pas tout le temps la faute du ministère de la Santé. Il faudra qu'on revoie l'organisation parce que ça marche ailleurs. Au-delà des acquis engrangés par le CM de Niangologo dans la mise en œuvre effective de la gratuité des soins, des difficultés demeurent selon le médecin-chef. Il y a des difficultés d'ordre infrastructurel. Si vous avez remarqué, les locaux qu'on a visités ensemble, c'est vraiment exigu. Et vu la taille de la formation sanitaire et vu que c'est un centre de santé qui est beaucoup plus fréquenté, même par les compatriotes de la Côte d'Ivoire, il y a des moments où on est obligé d'hospitaliser les femmes enceintes, les femmes nouvellement accouchées à terre. Nous avons un laboratoire qui, depuis octobre 2020, on a connu des inondations, que l'appareil qui est là-bas, un automate de biochimie qui nous permet de réaliser beaucoup d'examens, qui s'est grillé. Cap a été mis ensuite sur Yendéré au poste frontalier Burkina-Côte d'Ivoire. Le ministre a fait le constat de la mise en place du dispositif de surveillance Covid-19 pour contrôler les entrées dans le territoire. Vous savez très bien que très récemment, notre président du FASO, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, a pris la présidence de l'UEMOA. Et les chefs d'État ont convenu d'une réouverture progressive des frontières pour faciliter la circulation des personnes. Et vous conviendrez bien que cela va occasionner un afflux massif de personnes.
et il était important que nous allions vérifier le dispositif sanitaire qui est en place pour faire les différents contrôles afin que nous puissions éviter donc que de nouvelles maladies ne rentrent au Burkina. Au centre hospitalier régional CHR de Banfora, qui sera bientôt transformé en centre hospitalier universitaire régional, le ministre a visité plusieurs services, notamment la maternité, les urgences médicales et le centre de recherche clinique de Banfora. J'allais dire que c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons reçu la visite des premières autorités du ministère de la Santé, notamment la présence du ministre Charlemagne Ouedraogo, avec l'ensemble des structures centrales qui nous ont accompagnés. C'est une équipe forte qui nous est venue nous soutenir, féliciter, j'allais dire, tout le travail qui a été abattu, surtout dans ce contexte de la Covid-19. À Banfora également, le ministre Charlemagne Ouedraogo a échangé avec l'ensemble du personnel de santé sur leurs conditions de vie et de travail. Mais avant cette rencontre, le ministre a visité le laboratoire Phytofla du Dr Dakio. Le paludisme et les maladies tropicales négligées au cœur d'un atelier de l'OAS. L'Organisation ouest-africaine de la santé a initié un projet de renforcement de la lutte contre ces maladies dans 3 pays du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les 24 et 25 mars dernier, il a été question à Ouagadougou de bilan et de partage d'expériences. Majid Bakouan. Lancé en 2016, le projet du paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel a contribué à une baisse notable de la mortalité liée au paludisme. En 5 années de mise en œuvre, le projet, c'est plus de 13 millions de personnes qui ont été couvertes par la stratégie de prévention du paludisme, dont 6 millions de personnes au Burkina Faso. Organisée par l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, cette rencontre qui regroupe ici des chercheurs de l'espace CEDEAO se veut un cadre de partage d'expériences sur les leçons tirées du projet. Le projet Paludisme et maladies tropicales négligées est un projet régional financé par la Banque mondiale pour 3 pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. L'objectif général du projet, c'est de renforcer la mise en œuvre des programmes de façon coordonnée dans les 3 pays pour avoir une amélioration donc, en termes de réduction du nombre de cas de malades dans les pays. C'est un projet qui a commencé en 2016 et qui est aujourd'hui à sa 5e année. Et cette 5e année, c'est la fin du projet. Et les résultats que nous avons obtenus, on avait 4 indicateurs clés. Et l'évaluation de ces 4 indicateurs clés aujourd'hui nous montre que nous avons atteint les indicateurs au-delà des cibles que nous étions fixées. À cette rencontre, une feuille de route sera établie pour la reconduction du projet pour la période 2021-2030. Planification conjointe, synchronisation des interventions, synchronisation des supervisions et même régionalisation. On se retrouve après pour discuter des résultats de chaque pays et partager les expériences que chaque pays juge nécessaires pour faire avancer les choses avec ses conjoints. Au terme de cet atelier, les membres de l'OAS attendent conjuguer leurs efforts en vue d'une meilleure pérennisation des acquis du projet. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, aucune compétence ne doit être foulée aux pieds. Le Temple du Savoir veut profiter de l'expérience et des connaissances de tous ses acteurs, même ceux admis à la retraite. C'est tout le sens de la maison des maîtres érigée sur le campus. Un espace dédié aux retraités et qui pourra leur permettre de recevoir et d'encadrer les étudiants, mais aussi les jeunes enseignants-chercheurs. Arsène Konditamdi. Ils ont pendant de nombreuses années servi l'université Joseph Kizerbo avant d'être admis à la retraite. Ces enseignants-chercheurs ont encore de la valeur et sont une bibliothèque pour leurs collègues encore en service. La maison du maître, inaugurée ce 25 mars, leur est donc dédiée. Ce local est mis à leur disposition afin qu'ils restent liés à cette institution pour de nombreuses années encore. Nous avons encore besoin d'eux. Parce que ce sont des soupapes qui peuvent nous permettre de servir aussi d'interface entre nous et quelquefois les jeunes enseignants et les étudiants, mais c'est surtout des gens qui ont encore à donner à l'université, qui peuvent continuer, malgré leur retraite, continuer donc à apporter leur contribution dans l'encadrement des étudiants.
Donc cette maison des maîtres, c'est un espace qu'on leur donne où effectivement ils peuvent de temps en temps donc venir rencontrer des étudiants, venir rencontrer des collègues et continuer donc à veiller sur la qualité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Pour le professeur Rabiou Cissé, les enseignants-chercheurs admis à la retraite sont partie intégrante de l'université Joseph Kizerbo. Il attend d'eux qu'ils s'approprient cet espace de travail et de retrouvailles. Nous avons bon espoir parce que je vous dis, ils sont presque une centaine admis à la retraite. On les a tous appelés. Tous ont répondu oui. La majorité se trouve à Ouagadougou, mais il y en a qui sont hors de Ouagadougou. Ils ont même dit que nous sommes inscrits dans l'histoire. Ils viendront animer, ils ont même demandé certaines choses. Cela veut dire qu'ils seront présents pour accompagner. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'un enseignant-chercheur réellement va à la retraite? Pour les bénéficiaires, c'est le soulagement. Ce local est une forme de reconnaissance de leur utilité vis-à-vis de leurs prédécesseurs et des étudiants. C'est quelque chose de nécessaire et ça met les personnes, les aînés en valeur et ça montre que nous, les aînés, nous pouvons aussi continuer à contribuer à l'université, à accompagner la jeune génération. Tant qu'on est vivant, tant qu'on a la force, nous avons le cerveau, nous avons l'esprit. Au cours de cette cérémonie, de nombreux enseignants admis à la retraite ont reçu des attestations de reconnaissance. Pour les autorités, leur contribution mérite bien plus, mais tout est une question d'étape. On guérit de tout, des absences, des souvenirs, des dépendances. Avec le temps, on n'efface rien, mais on fait sans. On s'aperçoit que ce dont on ne savait pas se séparer n'est plus insurmontable, irremplaçable, indispensable. Parce que oui, tout passe, même si rien ne s'oublie. Sur cette belle pensée d'Angela Vecchier, je vous dis merci et à demain.